qu'est-ce que ça change le digital pour Pernod Ricard? Donc la question, elle s'est vraiment posée il y a 3 ans en manière d'organisation et d'unification un peu là-dessus. Et du coup, en fait, on a réuni 80 personnes autour de ce qu'on appelle le Digital Acceleration Team. Et on a dit, on va donc se mettre autour de la table, toutes les fonctions. C'est pas qu'une histoire de marketing, c'est une histoire de business, de commercial, de ressources humaines, clairement. De changement de la boîte, de changement d'état d'esprit. Et du coup, on a lancé un programme en disant, voilà, on va essayer de définir c'est quoi nos priorités et qu'est-ce qu'apporte le digital pour Pernod Ricard. Et en fait, c'est assez simple dans la définition, c'est qu'on s'appelle créateur de convivialité, ce qui est une assez bonne signature dans l'état d'esprit. Mais en gros, notre but, c'est de réunir des gens pour passer des bons moments, si possible avec nos produits et de manière responsable. Ça va ensemble pour nous. Et du coup, on s'est dit, finalement, le digital, pour nous, ça va nous aider à être de plus en plus et de mieux en mettre en contact avec les consommateurs. En fait, Pernod Ricard, dans la tête des gens, c'est une entreprise plutôt B2B2C, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, on travaille avec des distributeurs, avec la grande distribution, avec les bars, etc. Et en fait, là, l'idée du digital, c'est qu'on est en face du consommateur. Notamment quand on parle des réseaux sociaux, quand il y a une page de marque, on est en direct, ils nous posent des questions, ils peuvent nous critiquer, ils peuvent aussi nous encenser. Et il faut apprendre à gérer ça. Le social, c'est un peu la pierre angulaire en fait, de tout ce qu'on peut mettre dans la relation avec les consommateurs. C'est que c'est ce qui a ouvert la porte à se dire il y a quelque chose qui a changé. C'est aussi un espèce de fossé qu'il faut combler où en fait à la base Paul Ricard en fait son credo quand il allait voir ses commerciaux c'était de dire rentrez pas avec le bon de commande dans le bar, asseyez-vous, discutez avec les gens, etc. Donc il y avait vraiment, c'est la phrase qu'on cite souvent qui est faites-vous un nouvel ami chaque jour. Et en fait donc c'est quelque chose qu'on a fait depuis la création de la boîte. Maintenant, lier ça avec en fait des plateformes technologiques, des nouvelles compétences, et puis à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire que avoir des centaines de messages par jour, etc. C'est un vrai challenge, donc il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Du fait qu'on soit décentralisé, il y avait plein de comptes qui avaient été créés avec pas forcément de stratégie derrière. Je pense que c'est un point clé, je pense que si j'avais une présentation à faire, elle s'appellerait « Pourquoi ?» Donc c'est pourquoi on fait ça, et c'est quoi l'objectif derrière. Donc on s'est vraiment commencé à poser ces questions-là et de dire finalement pour nous les réseaux sociaux c'est un moyen de mieux se connecter, de mieux apprendre. Ça c'est des choses assez longues à mettre en place, mais de dire écoutez ce qui se passe. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a mis en place justement un système d'écoute pour tout le groupe, pour commencer à se poser les questions, mais aussi pour que les bonnes personnes se posent des questions, parce que souvent on a tendance à tout mettre sur le responsable du digital ou le social media manager, ça devient un peu le couteau suisse. Donc l'idée c'est de dire non, il y a des choses, quand on écoute, c'est peut-être les gens des Consumer Insights qui vont récupérer, interpréter l'information. Il y a des gens qui vont être en contact direct avec les gens, d'autres qui vont produire le contenu et de créer un peu cet orchestre pour finalement en fait mieux savoir ce que les gens attendent. Aujourd'hui, on a à peu près entre 30 et 35 millions de followers, tous réseaux sociaux confondus. Beaucoup sur Facebook. Il y a eu un mouvement, est-ce que Facebook va s'arrêter à un moment, etc. Non. Et ça a plutôt tendance à se renforcer avec toute leur démarche. Ensuite, je dirais que Twitter et Instagram, avec à peu près une centaine de comptes sur chacune des plateformes. Et puis après, des expérimentations en fonction des marques sur d'autres plateformes, type par exemple Pinterest. La marque Kahlúa marche très bien sur Pinterest. Pourquoi? Parce que les gens l'associent avec la cuisine. Et donc, la cuisine étant un des thèmes favoris de Pinterest, il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, on essaie de se concentrer aussi sur les plateformes phares, notamment parce qu'on n'est peut-être pas encore aussi équipé que certains grands groupes, notamment américains, et que du coup, on essaie de se dire on va essayer de faire bien les choses sur un nombre réduit de plateformes. Après, ça n'empêche pas de tester. Toutes les entreprises sont en train de shifter en termes de modèle de production de contenu et puis de distribution des contenus où, les consommateurs, ils n'en peuvent plus d'être interrompus à tour de bras. La discussion sur les ad bloqueurs en ce moment le prouve.
La performance des contenus est en chute libre pour toutes ces raisons-là, et donc il faut aussi se renouveler. Et l'achat programmatique, c'est complètement nouveau, et je pense que l'achat média en général, dans les grands groupes, a beaucoup à apprendre justement via le programmatique, de dire finalement on n'achète plus des inventaires sur des sites complets tout le temps, mais on peut cibler vraiment des segments et avec le bon contenu et tester ce contenu. Je pense que le programmatique apprend aussi à dire si quelque chose ne marche pas, et le digital en général, mais si quelque chose ne marche pas, il faut peut-être l'arrêter et faire autre chose, ou mettre plus de budget sur ce qui marche. Cette agilité dans les contenus et les médias, ça c'est un vrai challenge, je pense, pour toutes les boîtes. C'est un vrai challenge pour les agences. Il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut aussi piloter du média en interne, des questions qu'on se pose en ce moment. On a mis en place notre propre DMP, donc Data Management Platform, pour justement déjà comprendre qui vient sur nos sites, même si c'est de manière anonyme, mais comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'on peut leur servir et commencer à segmenter un peu les audiences. Et aussi travailler avec les grands réseaux type Google et Facebook pour qu'eux nous aident aussi à comprendre comment on peut s'organiser. Le mobile, clairement, je le vois comme un accélérateur de valeur, de connexion, de connaissances pour nous, parce que globalement, ça apporte des services qui n'existaient pas avant. Pour le consommateur, je pense que les bénéfices, il n'y a pas à les lister. Si aujourd'hui, au moins, je pense qu'au moins tous nos sites ont au moins 50% de leur trafic qui vient du mobile. On a eu un gros chantier depuis 2 ans de passer le maximum de sites en responsive pour qu'ils soient consultables sur mobile facilement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des services et des contenus sur mobile qui ne sont pas proposables via des plateformes web assez simples. Et il y a un exemple tout simple qu'on est en train de tester au Brésil en ce moment, c'est qu'au Brésil, notamment à Sao Paulo, pour payer dans les bars, on ne paye pas en rentrant, on ne paye pas au bar, on paye en sortant. Donc en fait c'est une carte qu'on poinçonne, et donc ça crée des files d'attente à la sortie des bars qui est interminable. Et là, clairement, le mobile, il a un rôle de facilitateur, où en fait on est en train de tester en fait une application avec les bars pour que les personnes payent donc à leur carte dématérialisée, payent depuis leur mobile et aient juste à présenter leur mobile à la sortie. Et finalement, en fait, la sortie se fait 10 fois plus rapidement qu'avant. Donc, on apporte du service. 2, ça nous permet, nous, de mieux connaître clairement les habitudes de consommation. Et 3, de proposer des bonnes offres les prochaines fois. Alors on était très appelé, mais je pense comme encore une fois pas mal de boîtes, et le fameux quelqu'un qui arrive en réunion, let's make an app. J'avais fait l'inventaire il y a 3 ans, je crois qu'on avait à peu près une centaine d'applis, au moins sur l'App Store iOS. Je pense que c'est quelque chose où on a beaucoup appris sur le fait que une application, ça se maintient, ça se fait évoluer, et puis il faut que ça rende service. Donc toutes les applis un peu de branding, en fait finalement sont plus trop là aujourd'hui. On essaie de fermer un peu celles qui fonctionnent plus, qui sont pas mises à jour. Et celles qui fonctionnent, en fait, c'est les vrais services. Et il y en a une qui est en fait Drinkspiration, qui est Absolute. Et en fait, ils ont mis des recettes. En fait, il y a 3500 recettes de cocktails, pas que avec la vodka Absolute, même si c'est en majorité, avec un moteur de recommandation, avec des vidéos, comment les faire, etc. Et c'est vrai que, alors c'est pas rocket science comme on dit, mais la qualité d'exécution était là et c'est mis à jour avec des collections par période de l'année, des nouveaux ajouts, etc. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce que les gens se sont posé la question encore du pourquoi. Et parce que les gens ont besoin d'être éduqués et d'avoir des informations pour faire des recettes.